Nous allons passer à l'anatomie palpatoire du bassin et du sacrum, donc une structure très importante où repose la colonne lombaire. Donc ce sont des pièces maîtresses dans la biomécanique et l'aspect fonctionnel. La palpation, c'est avant tout visualiser et percevoir les structures sous la peau. À la palpation, on recherche la localisation des différentes structures anatomiques chez le sujet. L'image qu'on enregistre se crée à partir de la surface du corps. On se projette et il est donc indispensable d'avoir une notion approfondie de l'anatomie. La précision d'une normalisation par la connaissance anatomique va donner l'efficacité d'une manœuvre chez notre patient. Voir et percevoir correspondent à l'inspection, l'observation et la palpation. Les questions « qu'est-ce ceci » ou « où ceci est-il situé » nous viennent à l'esprit à tout moment. Dans la pratique, on s'exerce d'abord à bien définir les structures et les positions normales pour pouvoir distinguer ensuite les perturbations dans la morphologie normale. N'oublions surtout pas que dans le corps, plusieurs structures traversent plusieurs régions et portent donc, dans certains cas, un autre nom. Le but de la palpation, c'est se former donc une image précise des différentes structures anatomiques chez le patient. C'est aussi identifier les structures anatomiques et leur donner un nom. On recherche une structure parmi un ensemble de différents éléments. Les recherches d'informations concernant la nature, l'état, la position, la forme et la consistance des structures restent une priorité de la palpation. Créer une détente par le contact, une main chaude, une position confortable pour le patient, la position, l'ambiance, avec le but de favoriser la circulation en supprimant les tensions. Cela fait donc partie également du traitement. La mise en confiance des patients est très importante. Un patient relâché, ça permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Donc la palpation bien dirigée, se faire accepter par les tissus du patient, experte et non agressive, rassurera notre patient. Les techniques palpatoires sont simples. La séance de pratique se font dans des conditions optimales. On aura bien sûr des mains chaudes, les ongles bien taillés, on palpe doucement et sans hésitation. Le sujet est en position généralement neutre en fonction de la région à palper et on doit pouvoir se détendre et ne pas se refroidir. Les mains, encore une fois, doivent être bien chaudes et non agressives. On utilise la face palmaire du bout des doigts et non pas le bout des doigts. Les doigts légèrement fléchis pour obtenir le plus grand contact possible avec la région à palper. L'inspection des différentes structures anatomiques visibles en surface qui se manifestent au travers de la peau, telles que les boursouflures, les pulsations, les veines, coloration, chaleur et cicatrices. Encore une fois, la palpation doit être corrélée avec l'observation du patient. La palpation se fera donc en fonction de la région superficielle, moyenne et profonde. La pression minimale lors de la palpation est essentielle. Une pression progressive évite toute réaction de défense du patient. La main libre stabilise le membre ou la région traitée, peut également par superposition exercer une pression pour la palpation profonde. On déplacera les mains aussi légèrement que possible sans provoquer de glissement important de la peau pour bien examiner les structures. Les différentes techniques à utiliser sont circulaires pour les éminences, transversales pour les rebords osseux, ligaments, tendons, muscles et interlignes articulaires. On recherchera des points topographiques et on utilisera les fameuses lignes de référence. Ce sont des points anatomiques que l'on repère aisément et qui permettent de situer les éléments plus difficiles à palper. Les lignes de référence permettent de retrouver plus rapidement d'autres points. La ligne horizontale passant sous les IPS, l'épiniliaque postéro-supérieur qui passe au niveau de S2, la deuxième vertèbre sacrée, sur la ligne centrale du corps par exemple. Faire un appel à la respiration et utiliser les mouvements et la résistance sont des éléments importants lors de la palpation. Palpation des structures osseuses, c'est le point de départ pour l'identification de toutes les structures anatomiques. Cela permet de situer le squelette au travers de la peau. La visibilité, la projection va dépendre des structures enveloppantes ainsi que du positionnement. Un bête exemple, les condyles du genou sont plus visibles en flexion qu'en extension. Le mouvement aura ici également son importance. La mise en tension des téguments provoquera la blancheur par la diminution de la circulation sanguine.
La malléabilité de l'os peut être vérifiée au niveau du bord antérieur du tibia. Le mouvement facilite la palpation des éminences osseuses. Par exemple, le tuberculum mineur est palpable au niveau de l'humérus lors de la rotation du bras. La forme et les limites des muscles superficiels se perçoivent facilement, notamment par exemple sur des gros muscles comme le muscle quadriceps. Une contraction musculaire transforme le relief superficiel et permet la visibilité des muscles du plan profond. Si le muscle solaire est visible lorsque le sujet se met sur la pointe des pieds, alors qu'il est un peu moins visible quand le patient est en décubitus dorsal. Les exercices contre résistance, isométriques ou concentriques, permettent également de voir le contour musculaire. La palpation des muscles peut différer dans l'élasticité, la tonicité, ainsi que dans la solidité des fascias, des aponevroses, qui recouvrent et enveloppent les muscles. Pour bien dissocier les différents muscles, il faut tenir compte du plan, de l'origine, de l'insertion, du trajet, de l'innervation et de l'action spécifique des différents muscles. Au niveau articulaire, il faut distinguer l'extrémité, la forme et le positionnement des éléments osseux. On recherche l'interligne articulaire, la mobilité articulaire et les différents ligaments. Le mouvement passif permet une mobilité plus importante que les mouvements actifs. Il est plus rare de remarquer la dépression dans l'interligne articulaire. Au niveau de l'articulation temporomandibulaire, par contre, le mouvement permet de distinguer l'interligne, juste en avant du conduit auditif. Souvent, un pli, un sillon au niveau de la peau apparaît correspondant à l'interligne articulaire, pli de flexion ou pli éventuellement d'extension. Souvent, un pli ou un sillon au niveau de la peau apparaît correspondant à l'interligne articulaire et à la palpation. On recherchera par contre l'extrémité de l'os formant l'articulation, l'interligne, la capsule articulaire, les ligaments et autres structures. Le mouvement évite l'erreur, facilite la recherche des différents éléments. Pour cela, une des structures osseuses est fixée. Les ligaments ne sont pas toujours palpables et rarement visibles. Les ligaments latéraux du genou sont une exception. Le tractus iliotibial est une des structures des fascias bien accessibles. Au niveau du système sanguin et lymphatique, on va dire tout le paquet vasculo-nerveux, on parlera du système artériel dans un premier temps. L'inspection et la palpation des artères est très importante. On notera la pulsation qui correspond au rythme cardiaque évidemment. Au niveau de l'abdomen, la pulsation aortique peut être visible en cas d'entéroptose. L'examen de la pulsation artérielle au niveau des membres inférieurs est très important. On utilise de préférence les trois doigts médians juxtaposés dans le sens longitudinal du vaisseau. Si l'on augmente la pression du doigt distal, la pression artérielle va augmenter, ce qui facilite la palpation du poids artériel. Au niveau veineux, seules les veines superficielles sont palpables. L'augmentation de la pression du doigt proximal favorise l'examen des veines. En cas de varices externes, elles deviennent évidemment apparentes. Une circulation profonde perturbée se reflète en surface par une augmentation des vénules épidermiques. Le bassin, au niveau palpatoire, lorsque le bassin se trouve en position de rectitude, 4 lignes de référence peuvent être prises en considération. La ligne numéro 1 est la ligne qui passe au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine pubienne. La ligne numéro 2, la ligne reliant l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine iliaque postéro-supérieure. La ligne 3, la ligne reliant la symphyse pubienne et le coccyx. La ligne numéro 4, la ligne reliant l'épineuse de L5 et l'épine pubienne. L'épine pubienne, l'épineuse de L5.
Le système lymphatique, généralement plutôt réseau superficiel, se trouve au niveau des tissus sous-cutanés et suivent les veines. Les ganglions lymphatiques augmentent de volume en cas d'inflammation, d'infection, de stase ou de maladie, mononucléose, cancer, notamment tout ce qui est lymphome, cancer de Hodgkin et les autres pathologies associées. Normalement, elles ne peuvent se palper. Si elles sont palpables ou même sensibles, il faut être prudent et généralement rediriger le patient vers une consultation médicale. Le système nerveux, on ira palper les gros troncs nerveux, ils apparaîtront comme un tendon sous la palpation qui se déplace par un port à une structure avoisinante. Par exemple, le nerf sciatique peut avoir un diamètre de plus ou moins 1 cm. Le nerf cubital se palpe facilement au niveau du coude, interne dans le sillon qui porte son nom entre l'olecrâne et l'épitroclé. Le nerf sciatique au niveau du poplité externe est visible même chez certains sujets. Les points de référence antérieurs et postérieurs au niveau du bassin. On ira au niveau antérieur visualiser les crêtes iliaques, tubérosité iliaque, épine iliaque antéro-supérieure et inférieure, fossette crurale, épine pubienne et la symphyse pubienne. Au niveau postérieur, on ira plutôt évaluer la palpation et la localisation des crêtes iliaques, épineuses de L4, L5 et S1, les épines iliaques postéro-supérieures et postéro-inférieures, les ischions, les repères sacrés, la crête sacrée médiane, la base sacrée et les différents sillons, les angles inférolatéraux du sacrum, le coccyx et les ligaments grands sacro-sciatiques. Pour la crête iliaque s'étend de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine iliaque postéro-supérieure. Se palpe aisément jusqu'au tubercule iliaque sans aucune difficulté. Le tubercule iliaque, c'est un épaississement de la crête iliaque qui se situe à distance de 5 cm par rapport à l'épine iliaque antéro-supérieure, à 3 travers de doigts en arrière de l'épine iliaque antéro-supérieure, en suivant donc la crête d'avant en arrière. 3 travers de doigts du patient, bien évidemment, tout dépend de la morphologie de notre sujet. En partant de l'épine iliaque antéro-supérieure, on va dire 5 cm, ou 3 travers de doigts, et on se trouve sur le tubercule iliaque. Il existe à ce niveau une petite saillie, donc très variable en fonction des sujets, qui se projette en dehors vers la fosse iliaque externe. Il s'agit en fait tout simplement du tubercule du muscle moyen fessier. Le point culminant de la crête correspond à l'interligne L4-L5. Juste le point culminant de la crête, ici et là, correspond à l'interligne L4-L5 entre les deux vertèbres lombaires. Ceci étant variable forcément en fonction de la position du sacrum. Si on a une verticalisation du sacrum, une horizontalisation du sacrum, ça va légèrement modifier au niveau des références palpatoires. Les IAS, l'épine iliaque antéro-supérieure, forme le point externe du ligament inguinal ou ligament inguinal de Poupart. Il se situe avec l'épine pubienne dans le même plan frontal. Épine iliaque antéro-supérieure, épine pubienne, voici le ligament inguinal de Poupart. L'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine iliaque postéro-supérieure se situent à la même hauteur, dans le même plan horizontal, ainsi que le point antérieur et inférieur du promontoire sacré. L'épine iliaque antéro-inférieure est palpable au niveau de la fossette crurale, au travers des fibres du muscle droit antérieur. Nous avons donc l'épine iliaque antéro-supérieure, antéro-inférieure, et nous avons donc juste au niveau de la fossette crurale, au travers des fibres du muscle droit antérieur, cette fossette crurale. Vu que le droit antérieur s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Donc la fossette crurale est formée par les tendons des muscles couturiers en dedans, le muscle tenseur du fascia lata à l'extérieur, et le fond est formé par le droit fémoral ou le droit antérieur. Il devient visible lors de la flexion de jambes tendues sur le bassin. On repère en fonction des tendons des fléchisseurs de hanches cette petite dépression
à l'endroit que je viens de définir. Donc pour rappel, juste en dessous de l'épine iliaque antéro-inférieur, en dedans le couturier, à l'extérieur le tenseur du fascia lata et le fond est formé par le droit fémoral. Une fracture par traction sur l'épine iliaque antéro-supérieure peut se rencontrer lors de tensions excessives du muscle couturier, notamment chez les jeunes coureurs de vitesse. Donc nous avons les différents cadrans au niveau du bassin, le diamètre latéral et antéro-postérieur. Plutôt distance que diamètre. Pour l'épine pubienne, les épines pubiennes qu'on le retrouve juste ici et ici, avec la symphyse pubienne en plein centre, constituent l'élément le plus interne de la branche horizontale du pubis. Branche horizontale du pubis, le plus interne, nous avons les épines pubiennes. Point d'insertion de l'arcade crurale et du muscle grand droit de l'abdomen, on repère avec la pulpe des doigts le bord supérieur de la symphyse pubienne, dans la zone d'insertion des muscles grand droit de l'abdomen. Les pouces peuvent se déplacer en dehors, jusqu'on peut remarquer en fait le changement de direction du plan osseux qui, d'horizontal, s'incline vers le haut. Horizontal et s'incline vers le haut. Il repart vers le haut, juste à ce niveau-ci. À cet endroit, on touche la saillie des épines pubiennes. Durant ce parcours, on peut palper le cordon spermatique. Pas toujours facile à palper en fonction, bien sûr, de la morphologie du sujet. Chez les personnes plus, on va dire, bien en chair, on va dire ça comme ça, c'est toujours plus délicat, tandis que si on a un sujet athlétique ou plus mince. Pour la symphyse pubienne, ces deux os viennent, ces deux branches pubiennes, les deux os iliaques sont unis antérieurement et forment la symphyse pubienne. Il y a bien un fibrocartilage à revêtement hyalin, le ligament interpubien, qui est renforcé le haut et vers le bas et qui vient maintenir cette symphyse pubienne. Le renforcement supérieur, le ligament périphérique supérieur est la structure que l'on palpe à ce niveau. On vient simplement palper la partie supérieure du pubis. Alors, le pli de l'aine et l'articulation de la hanche sont une structure importante. On a donc le cotyle avec l'axe du col fémoral et le fémur. Le pli de l'aine correspond en profondeur à l'arcade crurale qu'on a vu juste précédemment, contenant une loge musculaire et une loge vasculaire. C'est le ligament inguinal qui relie l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine pubienne. Comme on l'a dit tout à l'heure, je le remonte d'un côté et puis de l'autre. Le pli de l'articulation de la hanche se dessine du grand trochanter à l'épine pubienne. Le grand trochanter, on peut le projeter et l'imaginer, il serait plus ou moins dans cette région-ci. Nous sommes l'épine et juste ici, voilà le pli de l'aine. Ligament inguinal, pli de l'aine. La région postérieure du bassin. Le bassin ou le pelvis se compose des deux os iliaques, de l'os sacré et de l'os coccygien. Articulation sacro-coccygienne. Comme le bassin est peu visible, il est intéressant pour l'inspection et la palpation de bien connaître la forme et la position normale du bassin en station debout. Les deux crêtes iliaques se situent au même niveau, théoriquement. Les épines iliaques antéro-supérieures et le bord supérieur de la symphyse pubienne se situent dans le même plan frontal. Les épines iliaques antéro-supérieures et les épines iliaques postéro-supérieures, épines iliaques postéro-supérieures, se trouvent dans le même plan horizontal. Le bord supérieur de la symphyse pubienne et l'extrémité inférieure du coccyx se situent dans le même plan frontal. Le bord supérieur de la symphyse pubienne et l'extrémité inférieure du coccyx.
La symphyse pubienne n'est pas verticale. Elle a une direction oblique d'antéro-supérieur vers postéro-inférieur. C'est une obliquité de 45 degrés qui sert donc de point d'appui à l'organe vessie. Le plan parallèle ou trou obturateur est orienté en avant, en dehors et en bas. Revenons donc à la crête iliaque avec cette partie postérieure de la crête iliaque qui forme un S. Concave en dehors pour la partie supérieure, le tiers postérieur est épais et facile à palper. Épais et facile à palper. La palpation de la crête iliaque en décubitus ventral avec le bord médian des deux index se situe à la limite inférieure des flancs. Le plan passant par le sommet des crêtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, passe au niveau de l'articulation de L4, L5. Tout dépend encore une fois de la position dans l'espace du sacrum. Et lors d'un mouvement d'abduction et d'extension de la hanche en décubitus ventral, on sait contrôler le mouvement de la cinquième lombaire. De haut en bas, sur une ligne, on retrouve l'épine iliaque postéro-supérieur, l'épine iliaque postéro-inférieur, l'épine ischiatique et l'ischion. 1, 2, 3, 4. 1, le IPS, 2, le IPI, l'épine ischiatique et l'ischion. Le IPS, en direction caudale de la crête iliaque, forme un épaississement. Chez la femme, une fossette apparaît même à ce niveau, provoquant par l'accollement des tissus sous-cutanés. On le retrouvera tout à l'heure, c'est notre petit sujet. La hauteur des épines iliaques postéro-supérieures correspond sur la crête sacrée médiane à l'épineuse de S2. Vous voyez ici la corne sacrée de la crête sacrée, deuxième vertèbre sacrée. On se trouve bien au niveau des IPS, épines iliaques postéro-supérieures au niveau de S2. En dedans des épines iliaques postéro-supérieures se trouvent les ailerons sacrés ou sacro-iliaques. La petite échancrure innominée sépare l'épine iliaque postéro-supérieure de l'épine iliaque postéro-inférieure, juste à ce niveau-ci. L'épine iliaque postéro-inférieure se palpe au niveau de deux doigts en dessous de l'épine iliaque postéro-supérieure, légèrement en dehors. Elle est située plus antérieure par rapport à l'épine iliaque postéro-supérieure. Vous voyez ici beaucoup plus postérieure l'épine iliaque postéro-inférieure qui plonge vers l'avant. Elle correspond à la région, à la moyenne du sacrum, plus ou moins au niveau de S3, S4, et la grande échancrure sciatique sépare l'épine iliaque postéro-inférieure de l'épine sciatique ou ischiatique, juste à ce niveau-ci. L'épine, la chancrure sciatique. Épine sciatique, échancrure sciatique, épine, échancrure. L'épine ischiatique, on la situe sur la ligne reliant l'épine iliaque postéro-supérieure et la tubérosité ischiatique, à mi-distance, à 2 travers de doigts de l'épine iliaque postéro-inférieure. Deux manières donc de repérer l'épine ischiatique, épine iliaque postéro-supérieure, ischion plus ou moins à mi-distance, ou 2 travers de doigts en dessous de l'épine iliaque postéro-inférieure. Mi-distance ou 2 travers de doigts en dessous de l'épine iliaque postéro-inférieure. L'ischion se situe au niveau du pli fessier horizontal, à 2 travers de doigts en dehors de la ligne centrale du corps. Nous avons la ligne centrale du corps, le pli sous-fessier, 2 travers de doigts et on tombe sur l'ischion. À partir de l'ischion, on palpe en direction antérieure de la branche ascendante qui, avec la branche descendante du pubis, forme le bord inférieur du trou obturateur. Dans toute cette partie-ci
bien évidemment. On reviendra sur la palpation de l'ischio avec notre sujet. Pour le sacrum, la base du sacrum, juste ici, se situe au niveau des sillons sacro-iliaques. Cette base est difficile à palper car le sacrum est incliné vers l'avant et possède une riche épaisseur de tissu fibroligamentaire. Le sommet du sacrum s'articule avec le coccyx, la base du sacrum, et le sommet du sacrum. Et donc, sommet s'articule avec le coccyx. Articulation sacro-coccygène. Sur les masses latérales sacrées s'insèrent les muscles grands fessiers. La crête sacrée. La crête sacrée est dans la continuité de la colonne vertébrale des épineuses des vertèbres et se poursuivent donc au niveau de ces 5 vertèbres sacrées qui sont en fait simplement des vertèbres qui sont soudées les unes aux autres. On peut imaginer que les vertèbres sacrées sont des vertèbres, dans les cas de lombalisation ou de sacralisation chez nos patients, qui ont des malformations, d'avoir 6 vertèbres lombaires au lieu de 5, notamment dans ce qu'on appelle la lombalisation, c'est-à-dire que la première vertèbre sacrée n'est pas soudée au sacrum et est articulée sur L5. C'est ce qu'on appelle la lombalisation. La sacralisation, c'est non pas la présence de 5 vertèbres lombaires, mais bien 4, et on ne retrouve pas 5 vertèbres sacrées, mais bien 6 vertèbres sacrées, car la 5e lombaire est soudée au sacrum, et donc le sacrum serait plus long au niveau fonctionnel et structurel. Donc il est intéressant d'aller palper les crêtes sacrées dont le prolongement des apophyses épineuses lombaires se palpe simplement dans l'axe du pli interfessier. La crête sacrée donc, se palpe dans le prolongement des apophyses épineuses, comme je le disais, okay, et dans l'axe du pli interfessier. Très facile. Les ligaments sacro-sciatiques, ce sont des lames fibreuses qui s'insèrent sur les épiniliaques postérieurs et inférieurs pour rejoindre l'ischion, ici et là. Postéro-inférieur, pardon, et ischion. On recherche principalement le bord inférieur du ligament, donc au niveau de l'ischion. Pour la palpation avec le pouce entre l'ischion et l'anus, généralement c'est une manœuvre que l'on réalise. Le patient est couché sur le ventre. Je viens positionner mon pouce contre l'ischion. Je viens glisser vers l'intérieur et je viens pousser vers l'épaule homolatérale du patient. Donc je viens pousser dans cet axe-ci. Mon pouce vient contre l'ischion, je viens glisser et je pousse vers l'épaule homolatérale, du même côté du ligament que je veux tester. J'appuie et j'essaie de ressentir une lame fibreuse. Si je ne ressens pas, je demande au patient simplement de serrer les fesses. Si mon doigt est repoussé par la contraction musculaire, c'est que j'étais sur un tendon ou sur une surface musculaire. Si je suis sur le ligament, le fait de serrer les fesses, mon doigt ne doit pas bouger, un ligament ne se contracte pas. Si éventuellement votre doigt est repoussé, allez chercher un peu plus en profondeur et repartez vers l'épaule jusqu'au moment au niveau de la contraction musculaire, vous n'aurez plus de pousser sous votre doigt au niveau du pouce pour être bien sur le ligament, en tout cas dans la recherche palpatoire. On contrôle donc la manœuvre en demandant au sujet de serrer les fesses pour l'action du muscle releveur de l'anus. Le grand ligament sacro-sciatique doit rester immobile lors de cette contraction. Si un déplacement est observé, cela signifie que le pouce contacte les fibres du muscle et non pas le ligament, comme je viens de le préciser. La membrane obturatrice, ça ferme le trou ischio-pubien, tout en ménageant une ouverture pour le passage des vaisseaux et nerfs obturateurs, les vaisseaux importants pour la vascularisation de la hanche, qu'on le retrouve juste ici. Le muscle pyramidal du bassin, le muscle piriforme,
C'est un muscle qui est triangulaire avec une origine sur la face antérieure du sacrum. Donc il vient s'insérer la partie antérieure du sacrum au niveau du deuxième, troisième et quatrième vertèbre sacrée. Il quitte le bassin par la grande échancrure sciatique, juste au-dessus de l'épine sciatique qu'on vient de montrer juste avant, et s'insère sur la face supérieure du grand trochanter. Le bord supérieur du muscle pyramidal délimite avec le bord inférieur du muscle moyen fessier le passage du paquet vasculo-nerveux du fessier supérieur. Ce point de passage se situe sur une ligne reliant l'épine iliaque postéro-supérieure au sommet du grand trochanter, au tiers de distance de l'épine iliaque postéro-supérieure. Épine iliaque, projection du grand trochanter dans l'espace, voilà la distance, voilà la distance, au tiers, plus ou moins se trouve la vis. Le bord inférieur du muscle pyramidal délimite avec le jumeau supérieur le passage pour le paquet vasculo-nerveux fessier inférieur. Passage que l'on recherche en dehors de l'épine ischiatique sur la ligne qui relie l'épine iliaque postéro-supérieure et l'ischion. Le nerf sciatique. Le nerf sciatique quitte le petit bassin par la partie inférieure de la grande échancrure sciatique, au niveau du stylo. Se rend à la cuisse en passant en arrière du muscle jumeau supérieur, du muscle obturateur interne, muscle très important dans les pelvitrocanthériens, du jumeau inférieur et du muscle caricural. Il peut atteindre le volume de l'auriculaire. Il se palpe sous le bord inférieur du muscle grand fessier, en dehors du tendon du biceps cural, de la longue portion, là où le nerf passe sous le muscle caricural.